Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui va parler du développement et du déploiement d'API HTTP3. Go. Je m'appelle Thierry Becbéder, je suis développeur, administrateur système, je développe du logiciel libre également. Et je suis ravi de participer au Capitole du Libre avec vous aujourd'hui. C'est un événement qu'on est nombreux à attendre, je crois, chaque année, où il y a une effervescence particulière. Donc, merci de votre présence. Donc, le développement d'une API HTTP3, ça va nous conduire à bien définir ce qu'est cette nouvelle version du protocole, ce qu'il apporte, ce qu'il change, les contraintes qu'il amène également. Donc, ça va être une conférence assez technique, mais il n'y a pas besoin d'être expert ni en réseau, ni en langage Go. Le but, c'est de bien de cerner les mécanismes pour être capable de les appliquer dans son contexte. C'est simplement ça. Puis moi, je me prétends pas du tout non plus spécialiste réseau, simplement j'y ai un intérêt particulier. Voilà. Première question qu'on peut se poser, est-ce que cette nouvelle version, ça va dans la continuité ou est-ce que c'est quelque chose qui change énormément? Alors, changer le protocole HTTP, c'est pas possible parce que c'est tellement utilisé qu'il faut conserver une certaine continuité. En matière de réseau, je suis un peu trop près du bas, je crois, Scribblix. En matière de réseau, dans les années 70, on a défini les couches ISO, interconnexion de systèmes ouverts, qui permettent de faire l'abstraction des couches de protocole. Donc, le protocole HTTP, c'est typiquement un protocole de niveau application. Et dans le monde Internet, on fait un court-circuit entre le niveau 7 et le niveau 4, qui est la couche de transport. Donc, le protocole HTTP permet à des applications de communiquer avec des choses qu'on connaît bien en tant qu'usager ou développeur, comme les URL, les méthodes, les headers, les bodies, etc. Donc, c'est tout ce que définit le protocole HTTP. Et HTTP3 ne va strictement rien changer à ça. Il va amener des nouveautés, comme on le verra. Et pour fonctionner, ce protocole applicatif va s'appuyer sur une couche de transport. Donc, si on fait au niveau application l'abstraction du transport, dans un premier temps, on va s'appuyer sur un transport qui offre les services dont on a besoin et la continuité va être garantie de cette façon. Le transport, quant à lui, s'appuie sur le protocole IP, Internet Protocol, qui permet de communiquer entre n'importe quelle machine dans le monde entier. Donc jusque-là, on a une bonne continuité. Mais si on regarde un peu comment ça fonctionne, on se rend compte qu'il y a une rupture très importante. Donc, en bleu, on voit comment fonctionnent les versions antérieures d'HTTP, HTTP 1.1, HTTP 2, qui s'appuient sur le transport TCP, Transport Control Protocol, qui est un protocole de transport qui amène la notion de connexion et la notion de fiabilité dans l'échange des données et d'ordonnancement des données. C'est-à-dire que quand l'émetteur envoie des données, elles sont reçues dans le même ordre et sans erreur. Et il existe dans le monde Internet un protocole de plus bas niveau qui s'appelle UDP, User Datagram Protocol, et qui permet lui aussi de communiquer des données de bout en bout entre deux machines distantes. Mais ce protocole ne garantit ni la fiabilité ni l'ordonnancement des données. Donc c'est un protocole qui est très très efficace, mais qui ne garantit pas cela. Ce que va utiliser HTTP3 pour retrouver ce qui existait avec TCP, c'est l'ajout d'un nouveau protocole qui s'appelle QUIC, qui permet d'apporter finalement ce qu'apportait TCP, mais au-dessus de UDP. On verra que l'implémentation est assez différente,
mais finalement, vu de HTTP, ça apporte le même genre de service. Quick va permettre d'apporter la fiabilité des échanges, l'ordonnancement des données si on en a besoin. Mais pas que, il peut également travailler un peu à la façon de UDP. Si on n'a pas peur de perdre des données, il est capable aussi d'offrir ce genre de function. Alors, si on voit une différence aussi importante, utiliser UDP à la place de TCP, on peut se dire, mais c'est un petit peu étonnant quand je ne vois pas plus au courant de ce que ça existe, d'autant plus que ça existe déjà dans nos navigateurs, comme Chromium, Firefox, et c'est implémenté par divers fournisseurs de services Internet également. Donc on l'utilise souvent sans en avoir conscience. Et ça a été développé par Google depuis 2012. Donc ça fait longtemps que ça se met en place. Et c'est un petit peu étonnant qu'on n'en entende pas plus parler, on n'en ait pas plus entendu parler que ça. Alors, bon, je n'ai pas forcément de réponse à ça, mais c'est une question qu'on peut se poser à juste titre. Et puis, au fil de la présentation, peut-être qu'on aura des éléments de réponse. Pour ce qui est de l'état des lieux aujourd'hui, j'ai parlé de Firefox, de Chromium. Il y a des serveurs, des composants serveurs et passerelles propriétaires. Donc, on ne va pas détailler ça dans le cadre du Capitole du libre. Ce qui nous intéresse plus, c'est le libre. Alors, les deux serveurs web libres, c'est Nginx et Apache. Nginx, ça existe, mais c'est expérimental pour l'instant. Et Apache, c'est silence radio pour l'instant. Ils n'ont pas commencé du tout à l'implémenter. Il existe un produit qui est du vrai faux open source qui s'appelle Lightspeed. Il reprend la configuration d'Apache, mais il n'y a pas de vraie communauté derrière, donc on ne peut pas vraiment parler d'open source. Donc, pour l'instant, en termes de serveur web, c'est assez limité. Avant d'aller plus loin, c'est important de se demander tout simplement pourquoi est-ce que Google a développé Quick et cette nouvelle version de HTTP. En fait, le protocole TCP qui sert de base à HTTP a été développé dans les années 70. Ça a commencé à remonter. À l'époque, les réseaux n'avaient pas la même bande passante, la même latence. Et puis surtout, on avait des exigences bien moindres en termes de transfert de données. Et puis avec l'essor du web dans les années 90, le protocole a été de plus en plus sollicité. Il y a deux choses importantes pour établir une connexion et commencer à communiquer sur TCP. Il y a 3 allers-retours réseau. C'est le paquet SYN, SYNAC et le paquet d'Akitne. En général, quand on veut aujourd'hui communiquer en HTTP, on sécurise la connexion en HTTPS. Ça veut dire qu'on utilise une surcouche dans le transport qui s'appelle TLS. Et cette surcouche de sécurité demande à son tour des allers-retours. Client Hello, serveur Hello, Key Exchange et Finished. Au bout du compte, si un client et un serveur ne se sont jamais adressés l'un à l'autre, on va avoir 3 allers-retours. Personnellement, j'ai un serveur web hébergé dans le nord de la France. Et l'aller-retour, ça fait à peu près 60 millisecondes, bien qu'on soit à quelques centaines de kilomètres. Ça veut dire donc à peu près 200 millisecondes pour établir la connexion. Et bien entendu, donc, si on s'adresse à un serveur en Amérique du Nord, en Asie ou en Amérique du Sud, on va avoir des latences bien supérieures parce qu'il y a beaucoup de passerelles, de répéteurs intermédiaires. Donc tout ça va engendrer une latence importante et finalement, avant de pouvoir commencer à envoyer des données utiles pour l'application, il y a un temps important qui se passe. Ce n'est pas forcément la mer à boire, mais c'est vrai que les concepteurs d'applications demandent de plus en plus de performance. Donc, ça peut être souhaitable d'aller plus vite.
Et il y a un problème important avec TCP, c'est ce qu'on appelle head-of-line blocking. Si dans l'échange de données applicatives, il y a une perte de données pour une raison X ou Y, TCP garantit que les données vont être reçues correctement et dans l'ordre. Donc ça veut dire que si une donnée a été perdue, il faut un certain temps pour s'en rendre compte. Ça va à nouveau engendrer de la latence avant que les données puissent être retransmises à nouveau, que le récepteur puisse les utiliser de façon fiable. Donc, entre la latence de l'établissement de la connexion et la latence de la détection d'erreur, on peut arriver, si le réseau est mauvais, à des situations un petit peu handicapantes en termes de temps de réponse. À savoir que même la nouvelle version de TLS 1.3 permet de réduire le nombre de RTT, Runtime Trip. Et puis également, une fois que le client et le serveur se sont adressés l'un à l'autre une fois, ils peuvent conserver dans leur historique le fait qu'ils peuvent réutiliser des éléments de sécurisation et donc avoir une mise en relation beaucoup plus rapide. Mais dans le pire des cas, c'est 3 allers-retours qu'il faut prendre. Si on passe à la couche du dessus, donc on a un petit peu le même genre de désagrément. Donc HTTP va devoir attendre un certain temps avant que les données soient disponibles. Pour essayer de contourner, d'amoindrir ces problèmes, à la fin des années 90, le protocole HTTP 1.1 a mis en place, a exploité une nouvelle fonction de TCP qui s'appelle Keep Alive. Une fois qu'on a établi une connexion, on peut la garder pendant de nombreuses minutes, voire des heures. Malgré tout, ça dépend de la capacité du serveur à garder toutes ces connexions ouvertes. Évidemment, si un serveur sert des centaines de clients, il va devoir fermer des connexions pour conserver ses ressources. Et donc, ça servira peut-être quelques minutes pour qu'un navigateur puisse télécharger toutes les données dont il a besoin pour afficher une page, par exemple. Donc, le HTTP 1.1 apportait cela pour éviter de rejouer les ouvertures de connexion indéfiniment. Et le protocole HTTP 2, qui a été développé par Google également et mis en place à partir de 2015, va encore plus loin puisqu'il permet de multiplexer les flux. Donc, sur la couche de transport qui est établie, on va pouvoir envoyer en parallèle plusieurs requêtes et recevoir des réponses correspondantes. C'est le protocole HTTP2 qui garantit de retrouver quelle est la requête qui a été envoyée pour résoudre les problèmes de parallélisme. Donc ça permet d'aller un peu plus rapidement, de contourner ces contraintes. Malgré tout, si le protocole TCP détecte des erreurs de transmission, il faudra attendre de retransmettre les données. Et donc, on va pas résoudre tous les problèmes comme ça. Le parallélisme et la priorisation des données apportées par HTTP2, c'est bien, mais c'est aussi difficile à exploiter parce que aussi bien le navigateur, quand il charge une page web, eh bien, il va charger du HTML, du JavaScript, du CSS. Il ne sait pas forcément dans quel ordre c'est le plus intéressant de télécharger les choses. Les concepteurs web peuvent faire des efforts pour dire que telle partie doit être chargée avant telle autre, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Et en particulier, entre le moment où les données sont téléchargées et le moment où elles sont mises à disposition pour l'affichage dans le navigateur, il faut construire le DOM, il faut construire un modèle objet pour le CSS, et il faut que le JavaScript, souvent les applications dynamiques vont mettre à jour une partie du DOM, vont devoir lire le CSS, et donc finalement il faut que les 3 ressources soient à disposition avant que l'usager puisse commencer à avoir quelque chose dans sa page. Donc ça peut être une difficulté aussi.
on a la capacité de paralléliser les échanges, mais au bout du compte, on ne sait pas forcément comment procéder pour que ça soit disponible. Les pratiques qu'on avait pour HTTP 1.1, c'était souvent de faire des packages CSS et JavaScript, où on avait plein de petits fichiers qui étaient agrégés dans des fichiers plus gros qui étaient téléchargés en une seule fois. Comme ça, si on perd des données, c'est plus rapide de s'en rendre compte, c'est plus facile de les retransmettre. Pour HTTP 2, vu qu'on peut mieux paralléliser, l'idée, ça serait au contraire de garder des petits fichiers indépendants. La difficulté, c'est qu'un concepteur de page web ne sait pas forcément si le navigateur va télécharger en HTTP 1.1 ou en HTTP 2. Donc là encore, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, par rapport à tout ça, pourquoi le HTTP 3 ? Finalement, si on regarde la logique Quick à la place de TCP, ça ne change pas grand-chose parce que Quick va apporter toutes les fonctions qu'apportait TCP et de façon à peu près équivalente. On verra qu'il y a quelques détails qui changent. La chose importante qui change dans ce schéma, c'est que le multiplexage qui était implémenté dans le protocole HTTP 2, maintenant, il est redescendu dans la couche Quick. Donc HTTP 3 peut s'appuyer sur un service de transport qui sait gérer des flux de données en parallèle. Donc ça simplifie un peu l'implémentation du HTTP 3, mais comme d'un autre côté, ça complique les choses côté Quick. L'un dans l'autre, on retrouve le même genre de fonctionnalité. Quick doit aussi, comme TCP, faire du contrôle de congestion réseau de bout en bout, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez sophistiqué quand le réseau a des problèmes de perte de données, par exemple, ou des problèmes de latence de bande passante. Il faut que le client et le serveur s'ajustent dynamiquement pour ne pas surcharger encore plus quelque chose qui va mal. Et au contraire, une fois que ça va mieux, reprendre un flux d'émission réception de données plus rapide. Donc cette adaptation dynamique existe dans TCP, mais là, elle est implémentée dans le protocole Quick de la même façon, avec des algorithmes un peu différents, mais le principe reste le même. Autre différence entre Quick et TCP, c'est que Quick intègre le TLS de façon plus optimisée. Il va plus chiffrer que ne le faisait TCP. TCP chiffre avec TLS quasiment tout, mais Quick va chiffrer même certaines parties des antennes du protocole. Donc c'est plus confidentiel que ne l'était TCP. Dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, Quick sait exploiter TLS de façon plus optimisée. Et donc, il sait réduire le temps d'établissement d'une connexion à un seul aller-retour. Donc, on est gagnant. Au lieu de 2 allers-retours avec HTTP 2 et TLS 5.3, on est descendu à un seul aller-retour. Juste quelques détails sur Quick. Donc, comment est-ce que ça implémente le multiplexage des flux ? Eh bien, dans un paquet UDP, on va être capable d'encoder plusieurs trames, et chacune de ces trames va correspondre à un flux de données. Donc, si par exemple, le client web veut envoyer trois requêtes GET en parallèle, il va utiliser trois streams, et il va pouvoir envoyer ces 3 requêtes dans un seul paquet, alors qu'avec TCP, c'était sérialisé. Donc ça améliore les choses, ça permet de réduire la taille des données, même si c'est un petit peu à la marge. Et un détail, mais c'est pas un détail, mais c'est pas très utilisé, c'est la notion de migration de connexion. Ça sera peut-être plus utilisé dans l'avenir. C'est la capacité, sans perdre sa connexion à HTTP ou Quick, de passer par exemple d'une connexion Wi-Fi à une connexion filaire, ou de migrer d'un Wi-Fi à un autre. Ça peut être intéressant pour des applications mobiles
qui ont des contextes réseau un peu plus dynamiques que c'était le cas auparavant. Et donc HTTP3 va s'appuyer sur ces fonctions par rapport à HTTP2. Tout ce qui lui reste à faire, c'est la priorisation. Donc le protocole est plus simple. Bon, mais puisque HTTP3 fait à peu près la même chose que HTTP2 au protocole qu'il utilise près, on peut se demander à juste titre si c'est encore des promesses, sachant que HTTP2, on n'a pas tout résolu, il y a encore des cas complexes. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le head-of-line blocking qui est inhérent aux échanges réseau en mode connecté va être un petit peu amoindri dans le cas de Quick, puisque du fait qu'on envoie plusieurs flux dans le même paquet, on va pouvoir détecter plus rapidement que quelque chose s'est mal passé. Les timeouts Quick sont beaucoup plus courts que les timeouts TCP. Et par ailleurs, la retransmission des données qui ont été corrompues est plus ponctuelle. Donc on peut détecter ce qui a été corrompu et le retransmettre de façon plus ponctuelle. Donc ça permet d'être un peu plus réactif. On va obtenir, bon, je parlais tout à l'heure également du handshake TLS qui est limité à un seul aller-retour. Et puis, donc en conclusion, on va avoir des gains sensibles si le réseau est de très mauvaise qualité, mais sensible, on parle de centaines de millisecondes. C'est pas non plus quelque chose qui va aller 2 fois plus vite dans le cas général. Donc c'est pour les utilisateurs pressés, pour les sites web qui ne veulent pas perdre de clientèle parce que ça a duré 2 secondes au lieu d'une. C'est pour ce genre de cas de figure que ça peut être très intéressant. Mais dans le cas général, donc là, on peut dire que l'amélioration est plutôt à la marge plutôt que quelque chose de tout à fait majeur. Des aspects un peu plus techniques qui ont leur importance. D'une façon générale, le protocole TCP a été implémenté dans le noyau des systèmes d'exploitation. Tout ce qui est contrôle de congestion réseau, c'est dans le noyau Linux, par exemple. Avec le protocole Quick, c'est implémenté sous forme de librairie. Donc ça veut dire que vous travaillez en Go, en Rust, en C ou en Java. Chacun va avoir sa librairie et chacun va avoir son implémentation de Quick. Ça change beaucoup de choses parce que un noyau, c'est stable et quand on fait des mises à jour, elles sont soigneusement testées. Ça évite pas des bugs, bien entendu, mais c'est des cycles de vie plus longs. Avec des librairies, il faudrait être plus vigilant et vérifier la qualité de la mise à jour de ces librairies, peut-être corriger les failles de sécurité. Donc ça change pas mal de choses. Le bénéfice, en revanche, c'est que s'il y a des évolutions intéressantes dans les algorithmes de gestion de contrôle de congestion, par exemple, on peut les rendre disponibles beaucoup plus rapidement parce que ce sont des librairies à distribuer dans les applications. Une chose technique qui est importante à avoir en tête également, c'est que Quick, avec son système de multiplexage et de flux multiples dans le même paquet, demande aux interlocuteurs qui l'utilisent plus de ressources, en particulier des ressources mémoire. Et donc ça a un coût sur les infrastructures. Si on a par exemple une passerelle qui veut communiquer en HTTP3, il faudra qu'elle allume plus de mémoire pour utiliser Quick et donc HTTP3. Le sujet de la conférence, c'était les API, et on va commencer à en parler quand même. Donc, pour les API, souvent, on parle de flux nord-sud. C'est ce qui permet à des flux clients de communiquer avec un serveur. C'est typiquement les flux d'un navigateur. Dans le contexte
une application web classique, on va trouver donc sur les flèches de gauche le navigateur qui va donc, comme on l'a vu, récupérer sa page HTML avec le code HTML, le CSS, le JavaScript, etc. Et de plus en plus souvent, dans JavaScript, on va avoir un composant client qui va appeler une API qui est hébergée souvent dans un autre composant sur l'infrastructure d'hébergement. Je ne vais pas détailler tout de suite parce qu'on y reviendra plus tard dans la présentation, mais très souvent, on expose quasiment jamais un serveur web directement sur Internet. On a très souvent des passerelles. Donc, si on cherchait à mettre en place HTTP3 pour héberger un site web, le protocole HTTP3 irait jusqu'à la passerelle. Et ensuite, finalement, est-ce qu'on a besoin de HTTP3 ou pas? Qu'on est sur un réseau local en général ou sur un réseau avec de très faibles bandes passantes, les choses se passent beaucoup mieux et peut-être que dans ce cas-là, on peut se contenter de HTTP 1.1 ou HTTP 2. Alors, une API peut se transformer également en un client d'une autre API. C'est à ce moment-là des flux Est-Ouest, ce qui est représenté ici entre des microservices, par exemple, qui ont besoin d'échanger des données sur HTTP. Là, finalement, on est souvent aussi sur des réseaux très performants. Est-ce que ça vaut la peine de passer à HTTP3 ou pas? En général, sauf si on a des besoins de réactivité très importantes, c'est pas forcément absolument nécessaire. Sachant qu'en plus, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de solutions d'hébergement qui implémentent le HTTP3. On y reviendra. Personnellement, ce qui m'a donné envie d'examiner ce protocole HTTP3, c'est un logiciel open source que j'ai développé qui s'appelle Cabri, qui est développé en Go et qui permet de synchroniser des données. Donc ça ressemble un peu à AirSync pour ceux qui connaissent, sauf qu'au lieu de pour communiquer à distance, au lieu d'utiliser du SSH, ça utilise du HTTP. Donc synchroniser des arborescences de dizaines de milliers de fichiers, ça demande beaucoup de requêtes HTTP. Certaines très simples, c'est savoir si un fichier a changé de date. Certaines beaucoup plus volumineuses, c'est télécharger le contenu d'un fichier qui a changé. Et dans ce contexte-là, j'ai eu des problèmes sur certains hébergements d'erreurs sporadiques. Et je me suis demandé donc si HTTP3 permettait d'apporter des solutions à ce genre de problème. Pour l'instant, on a une bibliothèque qui a plus de 10 000 étoiles sur GitHub, qui est très très populaire, qui est très très activement développée. Alors par contre, il y a un seul contributeur, je pense. J'ai regardé les contributeurs qui arrivent en deuxième, troisième position. Ils apportent des correctifs simples, mais c'est très peu de contributions. Donc on peut dire que c'est surtout l'œuvre de ce monsieur, mais c'est quand même un vrai projet open source avec une communauté. Donc ça supporte Quick, ça supporte HTTP3 et ça supporte également des nouvelles versions de Quick. C'est intéressant de savoir que c'est un protocole qui continue d'évoluer avec des nouvelles fonctionnalités. Ça supporte l'extension Datagram non fiable. En fait, ça permet d'envoyer des données sur Quick sans se soucier de la bonne réception des données. Si par exemple vous devez envoyer un flux vidéo, un flux audio, c'est pas forcément grave de perdre quelques trames, sachant que ça se rétablit par la suite. Pour cela, une extension Unreliable Datagram permet de faire cela. Et puis il y a également une extension intéressante qui est assez amusante, c'est Web Transport. En fait, ça permet de créer un transport un petit peu comme TCP, mais sur HTTP. Quel serait l'intérêt? Ça serait une application dans le navigateur qui voudrait
établir une connexion avec un service Internet et sur cette connexion, avoir des connexions qui simulent des connexions réseau. Ça permettrait à un programme de JavaScript d'avoir des abstractions réseau, un petit peu comme celles qu'on trouve dans une application TCP classique. Donc c'est une extension qui est intéressante et qui est implémentée par cette bibliothèque. D'une façon générale, on peut dire que c'est une bibliothèque qui est très à jour vis-à-vis des standards et très bien supportée. Pour savoir si ça convenait à mon cas de figure, j'ai développé un petit prototype qui tout simplement va permettre d'avoir des profils de charge, de faire des questions-réponses entre un client et un serveur en HTTP 1 ou en HTTP 3. Pas besoin d'être spécialiste en Go. C'est simplement pour vous montrer que côté client, tout ce qui change à droite, c'est si on est en HTTP 3, on va créer une abstraction de transport. C'est ce que Go appelle un round tripper. C'est la vision du transport pour HTTP. Et une fois qu'on a cette abstraction du transport qui est spécifique à la nouvelle version HTTP 3, tout se passe de la même façon. On va créer un client HTTP qui va communiquer avec exactement les mêmes primitives qu'en HTTP 2 ou HTTP 1. Par exemple, en bas, faire un post de données sur une URL. Donc l'impact pour le développeur d'application est à peu près limité à cela, si on ne veut pas utiliser les extensions nouvelles. Côté serveur en Go, on commence par créer un multiplexeur. Ça correspond à une sorte de routeur qui est capable de dire s'il reçoit telle URL, je vais exécuter telle fonction Go avec une requête et une réponse HTTP. Donc toute cette partie-là fonctionne comme dans les versions antérieures de HTTP. La seule nouveauté, c'est la façon de créer le listener qui va accepter des nouvelles connexions. Donc ça se limite là encore à ça. Donc si vous voulez expérimenter le protocole HTTP 3, ça peut être un impact très très limité sur une application écrite en Go. Sur le prototype que j'ai créé, je suis arrivé à des gains de temps d'exécution jusqu'à 50% avec des petites requêtes, genre quelques centaines ou milliers d'octets. Donc ça peut être appréciable. Il faut se dire que si on a des applications qui échangent un très très grand nombre de données peu volumineuses, c'est vraiment une direction dans laquelle aller pour améliorer les performances. Un gain marginal sur le volume de données. Par contre, dès qu'on fait des téléchargements comme un site web avec des centaines de kilooctets, on ne voit pas du tout de différence notable. Et dernier résultat de ce prototype, c'est que je n'ai pas trouvé d'erreur avec ce petit utilitaire de simulation de charge, quelle que soit la version du protocole. Donc, c'est mon problème, le problème est ailleurs. Donc là, on a parlé de ce qu'apporte HTTP 3. Donc on a vu que ça reste marginal, mais ça peut être intéressant dans le cadre de certains types d'applications qui ont besoin de beaucoup de réactivité. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on a développé cette application HTTP 3, de voir l'impact que ça a sur la façon de l'héberger. Donc, au Capitole du Libre, souvent, on aime bien les solutions libres jusqu'à l'hébergement. Donc, on va plutôt parler d'auto-hébergement et de voir ce que ça change, ce qu'on a à disposition également. Alors, il y a
des centaines de façons d'héberger des applications web, mais ce qu'on trouve de façon un petit peu schématique, souvent, c'est euh, une sorte de proxy hein, qui se comporte vis-à-vis du client comme un serveur et qui se comporte vis-à-vis du vrai serveur comme un client HTTP. Ça permet de ne pas exposer des choses sensibles comme une API qui se connecte à une base de données directement sur Internet. Donc, ces reverse proxy vont jouer un rôle de sécurité, de load balancing. Ils vont souvent également faire des terminaisons sécurité TLS. Donc, voilà un peu l'état des lieux en HTTP 1.1 ou HTTP 2. Si on cherche à reproduire ce modèle avec HTTP 3, première chose que ça va changer, c'est laisser passer UDP. Donc, en général, UDP, c'est bien, ça passe bien. Par contre, si vous êtes dans un réseau d'entreprise, souvent les administrateurs réseau vont être frileux pour exposer un nouveau protocole. Bon, UDP est nécessaire pour le DNS, par exemple, mais UDP pour du HTTP3, ça ne va pas forcément être autorisé. Donc, la première chose, c'est d'être capable de sortir à travers un firewall. Si vous êtes sur un réseau domestique, vous n'aurez aucun problème et il y a un certain nombre de sites web qui utilisent déjà HTTP3 de cette façon. Et ensuite, également, avant d'arriver sur l'infrastructure d'hébergement, vous autorisez UDP sur ce port. Ensuite, ce que ça va changer, si on faisait de la terminaison de connexion TLS côté reverse proxy, ça veut dire que le HTTP3 va s'arrêter à ce moment-là, puisqu'on n'est pas capable de le relayer par la suite, ou bien alors il faudrait recréer une nouvelle connexion HTTP3 entre le reverse proxy et les composants qui se trouvent derrière, ce qui n'est pas forcément un gain très important si on est sur un réseau local, par exemple. Par ailleurs, pour implémenter un reverse proxy avec des composants open source, on a aujourd'hui grand chose. Tout à l'heure, on l'a vu pour les services web avec Apache Nginx. Comme reverse proxy open source, on va avoir HAProxy. C'est sans doute le plus avancé. Il sait communiquer en HTTP3 pour les flux entrants, mais également pour les flux sortants. Nginx, on l'a vu, supporte le HTTP3, mais de façon expérimentale, et uniquement pour les flux entrants. Traffic, c'est aussi un reverse proxy qui est pas mal utilisé dans le monde Kubernetes, mais qui est aussi un reverse proxy simple. Lui, il implémente HTTP3 pour les flux entrants également. Et puis Kadi, qui est un serveur web implémenté en Go, peut également servir de reverse proxy et il accepte les flux entrants HTTP3. Donc on serait capable théoriquement de faire du HTTP3 jusqu'à la passerelle, mais derrière, pour communiquer avec le back-end, si tant est que ça serait utile, ça serait plus délicat à faire. À savoir aussi que souvent, on va vouloir générer des certificats TLS avec Let's Encrypt, par exemple le protocole ACMI, et souvent on l'implémente avec HTTP 0.1, et ça nécessite de laisser passer du HTTP. Donc HTTP3 refuse les connexions non chiffrées, donc il faudra rester en HTTP 1.1 ou HTTP 2 pour communiquer avec Let's Encrypt lorsqu'on fait ça. Donc, il faut un peu rester dans une logique duale, si on veut passer à HTTP3 pour une raison X ou Y, continuer à assumer le HTTP1 et le HTTP2, qui est souvent nécessaire vu qu'un certain nombre de navigateurs ne vont supporter que ça. On peut faire le même exercice avec un hébergement de type Kubernetes. On va retrouver
un external load balancer qui va jouer une partie du rôle qu'on trouvait dans le reverse proxy, en particulier le load balancing. Et dans le monde Kubernetes, on a un composant Ingress Controller qui permet de traiter les flux HTTP. Donc, pour l'instant, les Ingress Controllers... Alors, Trafic est un Ingress Controller, par exemple. On a vu qu'il supporte le HTTP3. Mais par contre, la norme Kubernetes, pour l'instant, on est resté aux versions 1.1 et 2 du protocole. Là encore, le monde Kubernetes n'évolue pas aussi vite que le monde des protocoles réseau. Là encore, comme on est côté back-end et qu'on a des bonnes performances, c'est pas forcément indispensable d'utiliser le HTTP3. Finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu, donc les bénéfices du HTTP3 sont marginaux, sauf si on a des applications qui ont besoin d'énormément de performance. Mais ça va améliorer les conditions d'utilisation sur des réseaux de mauvaise qualité. Il faut penser aux usagers qui n'ont pas la chance d'avoir des réseaux très performants. Ça peut être très utile également pour des applications qui ont des applications qui font une utilisation du HTTP très très interactive avec beaucoup de requêtes de petite taille. Mais tout simplement, commencer à utiliser HTTP3, ça peut être le bénéfice pour nous d'apprivoiser la technologie, d'apprendre à nous en servir et de commencer à l'héberger sur des cas simples pour se faire la main. Les contraintes sont importantes, on l'a vu, c'est le fait d'assumer l'existant HTTP 1.1, HTTP 2. Donc, une approche qu'on pourrait dire dual stack. Et les solutions d'hébergement sont encore balbutiantes. Donc, sauf si on implémente avec des librairies, ça va demander des efforts supplémentaires et poser quelques risques de stabilité. Donc, il faut être prudent là-dessus. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux agir que se contenter de payer parce que c'est la meilleure façon de bien comprendre comment ça fonctionne et les limites induites. En dehors du fait qu'on pourrait se dire que HTTP3, finalement, c'est encore des gains marginaux par rapport à l'existant, on peut se dire qu'il y a des opportunités, mais pour de nouveaux types d'applications. Par exemple, on a parlé du Web Transfer, qui permet à une application JavaScript de bénéficier de quelque chose qui ressemble à un transport, mais sur le protocole HTTP. Ça veut dire que ça va traverser toutes les couches de sécurité de l'entreprise d'Internet, mais qu'au final, vous aurez la même liberté de développer une application client-serveur que vous pourriez avoir en utilisant un protocole de transport classique. Ça permet d'imaginer une utilisation d'HTTP complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui. On pourrait imaginer aussi d'avoir, je ne sais pas, un bureau virtuel avec beaucoup d'interactivité grâce aux performances de HTTP3. Donc des nouveaux types d'applications. Mais on peut aussi se dire finalement HTTP3, ça va être surtout utile pour les gros sites web qui ont besoin de performance pour des clients qui n'ont pas beaucoup de bandes passantes ou qui ont des réseaux de mauvaise qualité. C'est une chose qui existe déjà, mais ça ne concerne pas trop le monde open source, puisque pour l'instant, c'est implémenté surtout par des propriétaires. Mais on pourrait se tourner vers la couche inférieure, la couche Quick, qui, comme vous l'avez vu, apporte beaucoup de nouveautés. Et il y a des travaux en cours, par exemple, il y a des expérimentations pour faire de la messagerie instantanée sur Quick. Microsoft et pour partager des fichiers en réseau s'intéresse également à Quick pour avoir de meilleures performances, partager des fichiers sur un réseau local, par exemple.
Et il y a également des travaux en cours pour faire du streaming sur Quick, qui est streaming vidéo, audio, pour être amélioré et avec une réactivité plus grande aux problèmes réseau. On peut aussi, si on développe une application en Quick, au lieu de la développer en HTTP, sortir un petit peu du paradigme API et utiliser plutôt une approche remote procedure call. C'est une autre façon de concevoir les applications et ça permet également, dans ce cas-là, d'avoir un modèle de programmation entre un client et un serveur qui est un peu plus proche d'un appel de fonction. Donc ça permet d'envisager les choses autrement et peut-être qu'il y aura des outils qui vont se développer autour de ça. Donc le bilan est mitigé, hein. Je suis un peu désolé pour ça, mais c'est important aussi de savoir ce que ça apporte et les contraintes induites. Et il y a quand même beaucoup de potentialités, donc il faut continuer à surveiller. Avant de passer aux questions-réponses, donc un grand merci à l'association Tout Libre qui organise tout ça et à la quantité de bénévoles qui supportent également l'événement et à l'école N7 aussi qui nous offre ses locaux magnifiques et des étudiants qui nous y accueillent. Voilà, merci à tous et si vous avez des questions, des remarques, parce que je ne suis pas spécialiste de tout ce qui a été abordé là-dedans, donc il y a peut-être des points que vous souhaitez relever de ce côté-là. La question, c'est sur la standardisation du port HTTP 3. Donc effectivement, alors HTTP 3 ne fonctionne que de façon sécurisée, donc ça sera du HTTPS. En standard, on va utiliser le port 443 comme HTTPS, mais sur UDP au lieu que ça soit sur TCP. On a la liberté d'utiliser le port qu'on veut également. Et il y a également, chose importante à savoir, des extensions du DNS qui permettent à un client qui interroge le DNS de savoir que le serveur auquel il s'adresse est capable de parler en HTTP 3 et auquel cas ça va lui permettre de connaître sur quel port va se situer la communication. La question, c'est est-ce que Google ne cherche pas à imposer sa propre vision du web à travers l'utilisation, à travers le développement de ce nouveau protocole? C'est un risque, hein, je pense qu'on peut pas écarter qu'il y ait des arrière-pensées. Malgré tout, ça reste un protocole qui est aussi bien documenté que les autres, qu'on peut adopter ou pas selon ses propres choix. Qui va aussi dans le sens d'une meilleure sécurisation des données. Donc, c'est pas, on ne peut pas non plus avoir le soupçon de risque lié à la confidentialité. Donc, je pense que le risque que vous soulevez est véritable en termes de maîtrise des technologies. On voit que les géants du web ont vraiment une longueur d'avance. Donc, si certaines choses se développent sur HTTP 3, il faudra que les communautés open source aillent vite derrière pour essayer de rattraper le retard. Donc ça, c'est un risque, mais ça a toujours existé et c'est pas toujours gênant d'avoir quelques années de retard, le temps de stabiliser les choses. Mais je pense qu'il faut continuer à se questionner. Je n'ai sincèrement pas la réponse. Question ouverte donc, sur l'utilisation du protocole HTTP 3 sur des systèmes qui n'ont pas de couche TCP. Donc effectivement, ça consomme plus de ressources et des systèmes qui ont peu de ressources, ça peut être totalement bloquant. Est-ce qu'il y a des alternatives? Bon, il existe des protocoles dans le monde IoT qui sont encore plus simples. Je ne suis pas spécialiste, malheureusement. La question est ouverte. J'ai vu malheureusement que c'était la dernière question. Donc on peut
on peut continuer à en parler à l'extérieur de la salle. Une deuxième dernière question. Là. La question concerne donc l'utilisation de framework HTTP au-dessus de la librairie HTTP3 de Google, c'est ça? C'est ça? Donc, on l'a vu très rapidement sur l'exemple de code, la différence d'utilisation de HTTP3 vis-à-vis des anciennes versions ne concerne que l'établissement de la connexion. Une fois qu'on a récupéré un objet qui est capable qui est connecté en HTTP, peu importe que ça soit en QUIC ou en TCP. Donc, en principe, ça devrait fonctionner exactement de la même façon. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis, je vous souhaite une bonne continuation au Capitole du Libre.